Voilà, alors on va passer à notre dernière heure pour notre journée, pour notre après-midi décoloniser la nation. Autour de cette table, on a Barbara Glozowski qui est anthropologue, directrice de recherche au CNRS, qui est spécialiste des aborigènes d'Australie. Et on l'a conviée ici pour qu'elle réagisse aux interventions des deux autres personnes, Valentin et Marie, que je vais présenter, notamment voilà, sur les questions d'autochtonie et sur un certain nombre de problématiques. On va peut-être d'abord écouter Valentin Brel, qui est membre de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane et membre de l'association Nature Rights. Donc Valentin, je pense que tu as un PowerPoint à nous proposer. Ensuite, on écoutera quelques remarques de Marie de Franca, qui a travaillé à France Liberté et qui maintenant est spécialiste des peuples autochtones d'Amérique latine pour l'association Nature Rights. Donc on va se centrer essentiellement sur la question de la Guyane. On avait eu envie de traiter aussi de la Nouvelle-Calédonie, notamment à propos du référendum qui aura lieu en 2018. Faute de personnes originaires de la Nouvelle-Calédonie ou qui travaillent sur cette question, on s'y est pris un peu tard pour les inviter, du coup les gens n'étaient pas disponibles. Donc finalement, on pourra évoquer, et peut-être qu'il y a des personnes dans le public qui pourront réagir par rapport à la question de la Nouvelle-Calédonie. Sinon, je pense qu'on se contentera de travailler la question de la Guyane. Voilà, donc je vais passer la parole à Valentin. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. D'abord, je tenais à remercier le festival pour cette invitation et pour cette tribune, qui est une belle occasion de parler de la cause autochtone en Guyane française. Alors, je vais très rapidement essayer de dresser une synthèse, un panorama qui va être très, très rapide sur les difficultés rencontrées par les nations autochtones. Essayer de dresser une dichotomie des causes de ces difficultés et vous parler ensuite très rapidement des éléments de solution qui sont proposés notamment par un tissu associatif qui est de plus en plus dynamique en Guyane française et également en métropole. Est-ce qu'on peut mettre le slide suivant ? Super. Alors je vais commencer donc toujours dans ce triptyque difficultés, causes et éléments de solution. Je vais commencer très vite avec les difficultés. En fait, quand on parle des Amérindiens de Guyane française, on parle bien entendu au pluriel. Il y a plusieurs nations autochtones. Les Kali'na, les Arawaks, les Palikours, les Tékos, les Wayana, les Wayampi. Ce qu'on peut dire sur toutes ces nations autochtones, c'est qu'elles se partagent en deux zones en Guyane française. Le littoral, d'un côté, très urbanisé, assez moderne, et les terres intérieures, qui sont totalement séparées du reste des centres urbains et qui subissent un gouffre à plusieurs égards. Un gouffre tant au niveau de l'accès aux soins, de l'accès également à l'éducation et de l'accès aux droits civiques. C'est-à-dire, lorsqu'il faut faire 2, 3, 4 heures de pirogue seulement pour aller voter, pour pouvoir se faire soigner et que cela peut coûter plusieurs centaines d'euros, déjà, on ne bouge pas. On reste au même endroit et on subit cette distance, cette séparation entre ces villages, ces terres intérieures, comme vous pouvez voir, qui se trouvent plus dans le sud, et cette différence avec le littoral qui, lui, a plus accès à ces services publics-là. Une autre des difficultés est bien sûr l'orpaillage illégal. L'orpaillage illégal qui est occasionné par ce qu'on appelle là-bas des garimperos, qui viennent notamment illégalement du Brésil. Donc vous voyez, la frontière que nous partageons avec l'Oyapock, là, qui descend, c'est la frontière que nous partageons avec le Brésil. C'est la plus grande frontière que la France détient avec un autre pays, c'est le Brésil. Vient ensuite le Suriname, à l'ouest. Par ces deux frontières extrêmement poreuses, passe un nombre incalculable d'orpailleurs clandestins, d'orpailleurs illégaux, qui traversent et qui viennent chercher de l'or. Car oui, la Guyane possède énormément de ressources aurifères. Deux conséquences à ça. L'insécurité. Si jamais un Amérindien croise
un Garim-Perros, un orpailleur, dans certaines conditions, il peut parfois risquer sa vie. Il peut être blessé, mais il peut bien sûr mourir. Et un autre point qui sera bien sûr bien approfondi par Marie après, pour la Montagne d'Or, il y a aussi l'empoisonnement au mercure. Pour extraire l'or, nous avons besoin de l'amalgamer avec du mercure. Et le mercure, normalement, quand l'opération est faite légalement, elle est censée être stockée de manière propre. Là, elle est jetée dans le fleuve. Fleuve dans lequel se baignent les Amérindiens, dans lequel ils pêchent leurs poissons, ce qui crée de grandes douleurs, de grands problèmes au niveau du foie, au niveau des yeux et au niveau des naissances. Beaucoup de problèmes de naissance, beaucoup d'enfants qui naissent attardés, qui naissent avec des problèmes. Après, il y a également l'aménagement territorial, mais bon, je vais aller plus vite en disant tout simplement quelles sont les conséquences de cela. Un sentiment d'abandon par l'État, les services publics sont loin, il y a un gouffre, on se sent mis à l'écart. Et un taux de suicide qui est 17 fois plus élevé chez les Amérindiens qu'en métropole. Ça, c'est le drame. Ça, c'est la plus grosse conséquence. Et il faut savoir qu'en Guyane, dans le reste de la Guyane, le taux de suicide est 2 fois moins élevé qu'en métropole. Mais pour les Amérindiens, il est 17 fois plus élevé. On peut mettre le slide suivant. Alors maintenant, les causes. Alors ça va être très dur d'être subtil en quelques minutes, mais pour essayer de bien comprendre la situation, on pourrait séparer, faire une dichotomie des causes. Ce que j'appellerais d'un côté les causes matérielles et de l'autre les causes immatérielles. Les causes matérielles dans le sens du droit dur, de la loi, de l'influence qu'a la Constitution, les lois de la République sur les politiques publiques qu'on propose aux citoyens et en l'occurrence qu'on propose aux Amérindiens de Guyane française. Donc d'un côté les causes matérielles, un des problèmes majeurs serait peut-être interprété dans l'article 1er de la Constitution française, la Constitution de 1958, qui est la France est une république, une et indivisible. De cet article naît quelque chose de très important, c'est qu'on ne peut pas reconnaître la spécificité même d'un autre peuple. C'est ce que, ensuite je vous ai mis, la décision du Conseil constitutionnel de 1991 a confirmé ça. Le peuple corse voulait se faire appeler comme tel et le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 91, a dit non, il n'y a qu'un seul peuple, le peuple français. On ne saurait entendre parler de peuple corse, donc encore moins de peuple amérindien, donc encore moins de peuple kaligna, de peuple arawak, de peuple palikour, etc. De ce problème naît le fait que la France refuse de ratifier la convention numéro 169 de l'OIT. Qu'est-ce que la convention numéro 169 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail? C'est une convention internationale qui reconnaît des droits spécifiques aux Amérindiens, aux autochtones, aux peuples autochtones. Donc le droit de posséder leur propre terre, le droit d'enseigner leur propre langue, le droit d'avoir accès et de légiférer selon leurs propres lois. La France a participé à l'écriture de cette convention, l'a même signée, mais ne l'a jamais ratifiée. Au nom de cet article 1er de la Constitution, la France est une république, une et indivisible. Donc on ne saurait entendre parler d'un peuple et de spécificités autochtones amérindiennes. La France doit être unie. Quels sont les problèmes? Le problème, c'est le manque parfois de spécificité. Alors là, bien sûr, les pouvoirs publics ont fait de bonnes choses, donc je manquerai énormément de subtilité en une minute, mais le fait est de dire que si on doit chercher les problèmes en termes de matériel et de structure, par exemple la structure administrative métropolitaine de la commune, avec tous ses services, par exemple le RSA, tout ça, implémenté trop rapidement pour des peuples nomades, les a sédentarisés, et a créé un déracinement par rapport aux cultures d'antan et cette fracture entre modernité et tradition. On en vient alors aux causes immatérielles. Les causes immatérielles, c'est justement ça. C'est le problème de l'identité, le problème de la fracture entre tradition, comme je disais, et modernité. On nous oblige à aller à Cayenne pour l'éducation, pour le collège, pour le lycée. On revient chez soi, on ne sait plus parler la langue de ses ancêtres.
Mais d'un autre côté, on n'a pas accès à cette modernité qu'on peut voir à la télé parce qu'il y a quand même ce gouffre. On est entre deux mondes et si on va chercher du côté de la littérature consacrée, dans le suicide de Durkheim, cette catégorie de suicide-là s'appelle le suicide égoïste, qui en fait concerne les personnes qui se suicident parce qu'elles n'ont plus de sentiment d'appartenance à un groupe. On n'appartient plus au passé, on n'appartient plus au futur. Nous sommes totalement hors sol et c'est ce qui crée chez les Amérindiens ce sentiment d'être esseulé et ce chiffre que je vous rappelle d'un taux de suicide 17 fois plus élevé qu'en métropole. Est-ce qu'on peut avoir le slide suivant s'il vous plaît? Merci, super. Alors, pour quand même rester sur une note plus positive, il y a des éléments de solution et des initiatives associatives sur ces deux plans. Sur le plan matériel d'une part, pour reprendre cette dichotomie, et sur le plan immatériel d'autre part. Sur le plan matériel, sur le fait, par exemple, le lobby de la ratification de la convention numéro 169 de l'OIT, qui veut reconnaître les droits des Amérindiens. Plusieurs organisations défendent cette ratification. C'est le cas de l'association à laquelle j'appartiens, l'ONAG, l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, mais il y en a plein d'autres. Il y a la FOAG, la JAG, la jeunesse autochtone de Guyane, et toutes ces organisations prennent la parole, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, même dans les instances de l'ONU, afin de défendre les droits des Amérindiens, afin que la voix des Amérindiens soit entendue. Sur le plan immatériel, sur le plan de l'esprit, de la valorisation, de la fierté de l'identité amérindienne, il y a tout un tas d'associations sur place qui agissent pour valoriser les savoir-faire locaux. Il y a également notre association à laquelle j'appartiens, Nature Right, qui a pour projet une école des savoirs de la forêt, qui a pour but également de valoriser, de montrer au monde les savoir-faire, l'artisanat, la médecine locale, les plantes, au niveau de la Guyane locale, afin de relayer tous ces savoir-faire de manière globale, de manière mondiale. Un autre projet, qui est le projet de l'association Ilupawa, a pour but, elle, à l'aide des outils de l'intelligence collective, de former des groupes au sein des villages pour que l'individu, entouré de tous ses pairs, discute qu'est-ce que c'est que d'être amérindien au XXIe siècle. En posant cette question-là, on essaie de reformer un peu l'identité, de remettre les choses à plat et de savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est l'association Ilupawa. Et pour justement tempérer ce que j'ai dit dans les causes matérielles, une école publique, l'école 3 Palétivier, via un professeur formidable qui s'appelle Monsieur Daniel Bord, effectue également des actions incroyables pour ses élèves, notamment de les faire voyager dans le monde entier pour rencontrer des peuples autochtones d'autres pays. Notamment, ils ont rencontré des peuples autochtones en Mongolie et dans 2 semaines, ils vont rencontrer les peuples autochtones de Norvège, en passant par Paris le 13 février. Donc, toutes ces actions-là sont vraiment bonnes à entendre. Est-ce qu'on peut mettre la slide finale ? S'il vous plaît. Benjamin ? Alors voilà, donc pour approfondir la question, je vous recommande vraiment de lire... moi je vous recommande ces 2 éléments, il y en a d'autres. Il y a Les Abandonnés de la République, le livre de Yves Géry, qui est extrêmement bien documenté. D'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a le rapport sénatorial d'Aline Archimbaud, la sénatrice Aline Archimbaud. Ces 2 éléments ont été écrits en 2015. Donc c'est très récent, c'est très actualisé, je vous le recommande vraiment. Et donc pour toutes ces initiatives, elles ont besoin vraiment de toutes les forces, de toutes les énergies possibles. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai le plus d'informations possible. Merci pour votre attention.